Bienvenue à cet atelier de méthodologie numéro 3 qui portera sur la théorie. Nous sommes ici au CRED qui sera un haut lieu de ressources pour cet atelier, donc je vous invite à me suivre. Bienvenue à cet atelier de méthodologie numéro 3. Nous allons commencer par quelques rappels sur la synthèse effectuée à l'atelier 2. Puis nous aborderons la théorie en tentant de définir ce qu'on entend par là. Ensuite, dans un troisième temps, nous aborderons la manière de travailler, de définir, de valider cette théorie. Enfin, nous allons aborder une étape essentielle qui est celle de l'appropriation des données, c'est-à-dire comment la théorie va venir faire vivre votre travail de recherche. Et enfin, nous terminerons par quelques recommandations pour terminer. Je vous propose que nous fassions un bref rappel de la synthèse. Donc vous avez effectué votre synthèse à cette étape. N'oubliez pas que cette synthèse doit avant tout présenter des tendances générales, même en prenant en compte des exceptions. Celle-ci doit vraiment pouvoir mettre en avant ce que les personnes ont en commun. Il s'agit vraiment d'éviter le discours à portée directe qui est le principal piège, c'est-à-dire de ne pas être dans le récit, mais dans une présentation des données selon votre interprétation, selon votre point de vue. Enfin, équilibrer les citations et les données, puisque les citations doivent venir enrichir les données, mais ne doivent pas venir prendre la place de l'exercice de synthèse qui vous est demandé dans cette étape-là. Ensuite, on se pose la question, qu'est-ce qui vient après cette synthèse? Eh bien, deux étapes principales qui seront abordées dans cet atelier, la construction d'une théorie, et la deuxième étape sera l'appropriation des données. Donc l'appropriation des données, qu'il s'agit d'une étape importante puisque la théorie va venir former un ensemble avec les données présentées. Je vous propose que nous passions à la deuxième étape de cet atelier en tentant de définir une théorie. Nous faisons une proposition de Maurice Songer, méthodologue français, qui nous dit qu'il s'agit d'un ensemble de définitions et de propositions en relation les unes avec les autres, qui propose une vue systématique d'un phénomène dans le but d'interpréter et de prédire. Retenez vraiment le mot relation et l'idée d'une vue systématique, puisque nous inscrivons toujours dans l'esprit d'une synthèse, d'une tendance générale par rapport à votre thématique. Abordons, si vous le voulez bien, le rôle de la théorie dans le travail de recherche exploratoire. La théorie est un lien entre au moins deux éléments, donc un élément 1, un élément 2, et nous allons aborder un exemple des moments de repas en centre de vie enfantine. Les gens vous parlent des repas et vous parlent de dynamique de groupe. La théorie va venir expliquer ce lien qu'il y a entre les repas, l'influence des repas sur la dynamique de groupe en centre de vie enfantine. À quoi sert la théorie? Bonne question. À quoi sert cet atelier en gros? Elle est extrêmement importante dans la recherche exploratoire parce que d'abord elle vous aide à comprendre les données, c'est-à-dire à pouvoir passer de l'individuel, de l'expérience individuelle des personnes interrogées au général, comprendre les concepts développés, comprendre les notions que ces derniers utilisent. Elle vous sert également à étayer les données, c'est-à-dire à donner du poids aux thématiques que vous traitez, dans le sens où elles ont déjà été traitées par des auteurs, elles ont un intérêt scientifique certain, et ça c'est très important. Elle vous permet également de faire des liens avec d'autres thématiques liées à votre sujet, d'autres phénomènes. On parlait de la dynamique de groupe, on peut parler du rôle de l'éducateur, l'éducatrice, etc. Donc faire des liens, c'est-à-dire donner de la hauteur à votre sujet, et enfin, et surtout, sortir de l'interprétation personnelle, puisque le fondement de la recherche scientifique est de quitter ses propres représentations
et de quitter son point de vue pour pouvoir enrichir la science. Tu sais, en fait, comment on fait pour choisir quel terme on doit définir? Il n'y a pas un nombre minimum, maximum de notions à définir pour votre travail. Retenez juste que le fondement même de la recherche scientifique est de quitter la subjectivité, de quitter les valeurs personnelles, les croyances personnelles. Ainsi, lorsque vous utilisez des notions dans votre problématique, dans votre question de recherche, il est important de les définir théoriquement et surtout de croiser plusieurs définitions afin d'arriver à celle qui correspond le mieux à la direction que vous allez prendre dans votre travail. Donc, passons à la troisième étape, la validation. Qu'est-ce qu'on va choisir comme théorie? Alors évidemment, que ce soit en sociologie, en pédagogie ou en psychologie, la première source est celle des livres. Non seulement elles vous apportent du contenu, mais elles constituent également des bibliographies qui peuvent vous inspirer pour approfondir certaines thématiques ou aller plus loin. La revue Petite Enfance, la revue Sciences Humaines, Métiers de l'enfance, etc. Donc les revues sont extrêmement importantes puisqu'elles ont un point de vue souvent plus actuel, plus proche que les livres dont la date d'édition peut parfois remonter à quelques années, même si les contenus sont pertinents. Évidemment, on peut utiliser des sites internet avec beaucoup de prudence dans le choix de ces sites, d'éviter des blogs, des forums, etc. Et dernier élément qui peut être également utilisé dans un travail de recherche exploratoire sont aussi sur internet, mais il s'agit ici de sources de vidéos, de podcasts, de conférences enregistrées, etc., qui ont le mérite d'être extrêmement actuelles, mais là aussi à utiliser avec parcimonie en faisant des choix scientifiques posés et pertinents. Tu sais, j'ai remarqué qu'au CRED, il y avait de nombreux magazines sur l'éducation de l'enfance dans lesquels des articles ont été rédigés par des éducateurs. Mais je me demande de la pertinence scientifique de leur discours, étant donné qu'ils n'ont pas de formation universitaire. Non, il ne s'agit pas forcément d'être académique pour pouvoir publier des propos intéressants dans une revue. Chaque personne qui désire publier dans une revue bénéficiera de plusieurs lectures par un comité scientifique qui va évaluer la pertinence du propos pour la revue. Si nous prenons par exemple la revue Petite Enfance, cette dernière réunit des éducateurs, des sociologues, pédagogues et ainsi de suite, qui, avant d'écrire, de publier dans cette revue, sont relus, s'entretiennent avec les membres du comité et ceux-ci vont évaluer la pertinence du propos pour cette revue. Donc non, il ne s'agit pas seulement de s'appuyer sur des auteurs de formation académique. Donc évidemment quelques recommandations par rapport à la validation de cette théorie. Privilégier les sources publiées, même celles qui sont sur Internet, puisque ces sources publiées ont une autorité scientifique. Éviter à tout prix les blogs, les forums. Choisir des vidéos officielles, conférences, reportages d'institutions reconnues publiquement. Et surtout citer vos sources. On doit pouvoir retrouver ce que vous utilisez dans votre travail sous peine de plagiat. Tu sais comment on répertorie les sources que je prends d'Internet, en fait? C'est tout simple, en effet, il suffit juste de citer l'adresse URL de la page consultée et de rajouter « Consultez-le » avec la date à laquelle vous l'avez consulté. Voilà, regardons comment cela fonctionne concrètement dans le travail. Donc, que vous ayez travaillé avec les enveloppes ou avec le tableau de synthèse, la première étape est de chercher de la théorie sur chacun des thèmes de vos enveloppes ou de votre tableau, c'est-à-dire les aspects que vous avez traités. Nous allons prendre un petit exemple pour simplifier l'explication. Donc voilà, le repas en CVE, en centre de vie enfantine, j'ai des enveloppes sur l'organisation, les règles, développement de l'enfant, rôle de l'EDE, etc. J'ai des aspects sur ces sujets. Donc, je vais chercher de la théorie. Et puis, vraiment, dans un deuxième temps, il faut comparer cette théorie, comparer les sujets qui sont développés par cette théorie. C'est extrêmement important, cette étape. Donc, vous identifiez les sujets abordés par la théorie. Exemple, un article de la revue Petite Enfance sur les interventions des éducateurs pendant les repas en centre de vie enfantine. Je compare les sujets abordés à mes thématiques. Je vois que j'ai une thématique autour du rôle de l'EDE, donc je compare et si le degré de ressemblance est élevé,
la théorie peut être validée. C'est extrêmement important de faire ce schéma de manière systématique, notamment lors des recherches sur Internet. Donc, chercher de la théorie, ensuite valider en fonction de la ressemblance des sujets théoriques et ce que nous avons recueilli dans notre donnée. Attention, nous ne parlons pas ici de l'opinion, juste de la ressemblance des sujets, que ce soit exploitable. L'avis exprimé arrive dans un deuxième temps. Donc vous avez vos données que vous allez confronter avec la théorie que vous avez validée parce qu'elle parle des mêmes thématiques que vos données. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. La première possibilité est une théorie convergente. La deuxième est une théorie divergente. Je vous propose que nous regardions de quoi il s'agit lorsque nous utilisons ces appellations. La théorie divergente présente les mêmes éléments que vos données et exprime la même opinion ou le même avis. Donc là, nous sommes vraiment sur une question d'opinion et sur une question d'avis. Un petit exemple, un auteur prétend que le DE doit permettre à l'enfant de toucher les aliments avec les doigts car cela favorise la découverte de la matière. Lors de vos entretiens, une des personnes interrogées prétend que lors des repas en CVE, elle n'intervient pas lorsque les enfants touchent les aliments avec les doigts car cela favorise leur découverte. Ici, non seulement les données parlent de la même thématique, mais l'avis exprimé est également le même. Nous avons donc le deuxième cas de figure qui est une théorie divergente qui présente les mêmes éléments de nouveau, mais qui exprime une opinion ou un avis différent. Donc nous reprenons l'exemple de l'auteur qui prétend que le DE doit permettre à l'enfant de toucher les aliments car cela favorise la découverte de la matière. Dans vos entretiens, une des personnes interrogées prétend qu'il est important d'apprendre aux enfants les usages sociaux, donc de manger avec un couteau et une fourchette. Nous voyons ici que l'opinion, l'avis exprimé est différent. Voilà, nous avons déjà rempli une étape importante. Ce qui est crucial, c'est ce qui va arriver maintenant, c'est-à-dire finalement l'appropriation des données, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec une théorie intégrée, donc une théorie convergente. Vous avez vos données, vous avez une théorie, après vous allez en mettre plusieurs évidemment. Il s'agit maintenant de lier, extrêmement important, lier les éléments en expliquant en quoi ils sont convergents et ce que la théorie apporte aux données. C'est-à-dire que vous devez identifier les éléments qui font que l'auteur exprime un avis similaire et ensuite vous devez expliquer ce que la citation va apporter à votre travail. La théorie divergente, on est sur le même modèle de confrontation des données et de la théorie. Il faut toujours lier les éléments, donc il faut expliquer pourquoi ces éléments sont divergents et surtout essayer de faire des hypothèses qui vont expliquer la divergence des éléments, comme nous allons vous montrer comment expliquer les écarts. Valentina, j'ai une petite question. Lors d'un entretien, quand il y a deux personnes qui se contredisent, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la théorie ? Il est important de se souvenir que la synthèse présente les tendances générales des données recueillies pendant les entretiens, mais il est également important de se souvenir que la théorie vient étayer les propos recueillis. Ainsi, chacun des propos, chacune des opinions doit pouvoir être étayée avec la théorie. Évidemment, vous allez trouver plus facilement de la théorie sur les tendances générales et un peu moins peut-être sur les exceptions, mais le lecteur doit pouvoir se faire son propre avis grâce à l'étayage théorique qui sera accordé à chacune des tendances reflétées. Donc expliquer les écarts commence évidemment par expliquer les écarts des données entre elles. Et pour ce faire, nous vous proposons quelques hypothèses, quelques pistes à creuser. D'abord, l'âge des individus interrogés, le nombre d'années d'expérience peut être une piste à explorer. C'est des personnes que vous avez rencontrées, donc vous connaissez. Leur formation, est-ce qu'ils viennent d'un milieu éducatif, un milieu social, un milieu pédagogique, formateur, etc. La pédagogie des institutions ou de l'endroit où ils travaillent, qui a une influence, ainsi que peut-être leur parcours professionnel, expérience précédente. Là, j'ai deux auteurs qui se contredisent. Comment on fait, du coup ? À chaque contradiction dans votre travail, vous devez pouvoir aider le lecteur à se situer et donc proposer une série d'hypothèses qui expliquent ces contradictions. Je vous propose que nous regardions ensemble quelques pistes qui pourraient vous éclairer pour expliquer les différences de propos entre les auteurs. Voilà, en ce qui concerne les écarts entre les auteurs, là aussi plusieurs pistes. D'abord la date de publication, même si la donnée est pertinente,
peut-être que la date joue un rôle dans l'actualité de la donnée. Le lieu de publication, certains pays, certaines villes ont une avance par rapport à certains concepts pédagogiques. La population étudiée, il se peut que l'auteur ait écrit par exemple sur une population préadolescente alors que vous avez une population d'enfants de 0 à 6. Cependant, les liens peuvent quand même exister. Le but de la publication, ça c'est assez compliqué, mais est-ce que c'est une institution qui fait une publication militante, qui est informative, etc. Évidemment, le profil de l'auteur, est-ce que c'est un pédopsychiatre, est-ce que c'est un éducateur, etc. Le profil de cette personne va pouvoir aussi expliquer quelques écarts entre la théorie et la réalité. Tu sais, je me demandais, j'ai quelques synthèses dans mon TRE dans lesquelles je n'intègre pas de la théorie. Mais tu penses, sur ces synthèses, est-ce que je peux quand même inclure des hypothèses, les analyser? C'est une très bonne question. Lorsqu'on n'a pas de théorie dans un sous-chapitre, qu'est-ce qu'on fait? On cherche. Lorsqu'on n'en trouve pas, on cherche, et ainsi de suite, puisqu'en effet, la théorie vient donner du poids aux données recueillies. Par contre, il se peut que dans certaines situations, cela soit compliqué. Alors évidemment, le lecteur va attendre de vous des explications, des hypothèses qui expliquent l'absence de théorie. Voilà, pour finir, donc vous avez vos données, vos théories, etc. Donc, votre travail doit contenir des théories convergentes, ce qui va constituer la majorité de la théorie que vous allez avoir. Des théories divergentes, et c'est important d'en avoir, même si c'est plus compliqué. Et surtout, retenez des liens. Sans ces liens, la théorie n'a aucun intérêt pour votre travail. Donc, c'est amener les explications, pourquoi cette théorie est là, à quoi elle sert, etc. Comme nous venons de le voir. Est-ce que tu sais si je dois écrire différemment les notes de page si j'ai pris mot pour mot une citation ou si j'ai ressorti avec mes propres mots? Pour toute citation, je vous rappelle que les normes APA, les normes SED peuvent entrer en vigueur. Lorsque vous citez un auteur directement de son ouvrage ou de son article, il s'agit d'indiquer précisément la page à laquelle vous avez puisé cette citation. Et lorsque vous résumez ses propos, vous indiquez un nombre de pages en mettant pp, point, et les pages concernées. Voilà, nous arrivons au terme de cet atelier. S'il vous reste des questions, si vous avez des remarques, besoin d'un regard sur votre travail, alors inscrivez-vous sur supersas.fr. À vos livres.